Les films perdus fascinent. Ne subsistant souvent plus qu'au travers de quelques photos de tournage ou de très courts extraits de mauvaise qualité, l'esprit vagabonde vite. On se met à imaginer ses dialogues, ses gags, ses moments cultes. Si la plupart des films perdus se situent avant tout au début de l'histoire du cinéma, faute à des pellicules inflammables et à de piètres politiques de préservation, ce problème touche également beaucoup de films bien plus récents. Et les raisons sont nombreuses. Problème de droit, destruction volontaire par un studio, conflits armés. Internet donne également un faux sentiment de sécurité quant à la sauvegarde d'œuvres qui pourraient être altérées ou disparaître tout aussi facilement qu'il y a 30 ans. À défaut d'avoir en notre possession une cabine de police bleue pour remonter le temps, plongeons-nous dans l'univers de 3 films aujourd'hui perdus. La prison de Portland. Depuis sa construction en 1848, cette dernière a la réputation d'être une forteresse impitoyable dont on ne s'échappe pas. Malgré quelques rares évasions, cette image demeurait encore intacte au début des années 1910, où de nombreux détenus continuaient d'y périr par la rudesse et la violence des lieux. La Encore Film Company, société de production londonienne, tenta alors de profiter de la notoriété de l'établissement pénitentiaire en préparant un film sur un détenu qui parviendrait à s'en évader. Harold Heath, acteur et réalisateur, est choisi pour réaliser son premier long métrage sur ce concept et part alors avec une troupe de 60 personnes, ayant coûté au total 150 livres sterling, tourner dans une carrière abandonnée non loin de la prison. Au programme, un plan caché dans un paquet de tabac, une comtesse à la tête d'un réseau de faussaires, un détective hargneux plaçant une récompense de 1000 livres sur la tête de l'évadé et une poursuite en bateau finissant dans une grande explosion. Une fois le film terminé, ce dernier dut être présenté à la BBFC, l'organisme de censure du cinéma britannique. Et les choses se gâtèrent bien vite. Il faut dire que le ministère de l'Intérieur eut vent du film et de son intrigue, et qu'il était assez paniqué à l'idée de donner de mauvaises idées aux proches de détenus voulant tenter la même grande évasion. Après de très nombreux scoops qui, selon le réalisateur Harold Heath, changeaient complètement le sens du film obtint enfin la classification tout public. Et on sait aujourd'hui que le film a pu être diffusé au moins une fois avant sa censure, en décembre 1913, et qu'il fut ainsi le premier film britannique à être censuré sur demande du ministère de l'Intérieur. Le film est ensuite tombé dans une profonde obscurité dont il ne sortira plus jamais. Absent des archives de la British Film Institute, il est peu probable que ce film soit retrouvé, faisant partie des quelques 80% des films muets britanniques à être perdus. Dans un triste coup du sort, Heath tournera un autre film la même année sur une histoire de crime, The Mystery of the £500,000 Pearl Necklace, se basant sur l'histoire vraie d'un braquage ayant eu lieu en juillet 1913. Mais ce film est également considéré comme perdu aujourd'hui. Batman, le justicier masqué, terreur des criminels en tout genre, a fini par se mettre à dos le terrible docteur Zorba, qui décide de faire revenir le comte Dracula d'entre les morts pour l'aider à finalement vaincre une bonne fois pour toutes l'homme chauve-souris. Un crossover aussi inattendu que non autorisé, DC Comics n'ayant à aucun moment été contacté pour les droits de leurs super-héros. Sorti en 1967, le film s'inscrit dans la lignée des films de la société de Léa Productions, l'un des poids lourds de la production cinématographique philippine des années 60 à 80. Fondée en 1960 par les sœurs Emilia Santos Blas et Teodorica Santos, Léa Productions commença par de la simple distribution de films au début des années 60, avant de passer à la production dès 1967. Au menu, du spectacle grand public, de l'action et de la romance avec des vedettes telles que Dante Rivero, Lisa Lorena ou encore Amalia Fuentes, et Batman Fights Dracula n'était pas une anomalie dans le paysage cinématographique de l'époque. On trouve ainsi dès 1966, chez un studio concurrent, Sampaguita Pictures, un James Batman, dans lequel James Bond et Batman combattent côte à côte l'organisation criminelle Claw.
Batman inspire décidément les réalisateurs du pays, puisque nous pouvons remonter jusqu'en 65 avec Alias Batman at Robin, lui aussi perdu mais qui connaîtra un remake musical en 1991. L'histoire n'en finit jamais. Mais alors, où diable est donc passé notre Batman Fights Dracula ? Si nous n'avons aucune certitude sur son sort, nous savons en revanche que Léa Productions commença à ralentir la production de films dès 1984. Suite au décès des deux sœurs, les fils d'Emilia Santos Blas reprirent le flambeau, mais sans véritable volonté de faire perdurer l'aventure. Léa Productions cessa définitivement toute activité en 1994, après la sortie de Doring Borobo. Le Ultra Vista Cinema, lieu où étaient stockés et diffusés les films de la société, brûla peu de temps après, emportant des centaines de bobines avec lui, dont très probablement celle de Batman Fights Dracula. Kim Dae-jung arrive à la présidence sud-coréenne en 1998. Le fossé creusé entre les deux Corées se fait de plus en plus béant. Si la Corée du Sud traverse une crise économique à ce moment-là, la Corée du Nord vient quant à elle de subir une famine ayant coûté la vie à presque 1 million de Nord-Coréens et est à 2 doigts de la banqueroute. Par le biais de nombreux accords qui recevront un accueil plutôt mitigé dans son pays, Kim Dae-jung tente de rétablir un discours plus ouvert entre les deux pays fracturés. Cette politique, dite du rayon de soleil, visera de nombreux secteurs économiques, mais également culturels, cinéma en tête. Et Nelson Shin, un animateur sud-coréen, rêve d'un grand projet. Réaliser un film d'animation regroupant des professionnels de chaque côté de la DMZ basé sur un conte coréen, celui de l'impératrice Chung. Au total, Nelson Shin investira plus de 5 millions de dollars et réunira plus de 500 animateurs, dont 400 d'entre eux seront nord-coréens, avec une bande-son enregistrée par l'orchestre de Pyongyang. 7 ans plus tard, et après de nombreux allers-retours, le film sera enfin achevé et sortira même en même temps dans les deux pays, le 12 août 2005. Mais en dépit de critiques plutôt enthousiastes, le film sera un échec monumental, ne rapportant au total que 140 000 $. Le film ne sortira jamais en DVD, au nord comme au sud, et à part une bande-annonce et quelques reportages disponibles en ligne, semble avoir complètement disparu de la surface du globe. Sauf que la perte de ce film est en réalité bien plus récente qu'on ne le pensait à l'origine. En fouillant dans les archives du net, des internautes ont retrouvé plusieurs articles sur un blog géré par le ministère coréen de la Réunification où le film était disponible jusqu'en 2017. Mieux encore, ce dernier a été diffusé en 2019 au Festival international du film de la paix de Pyeongchang. Depuis, plus aucune trace. Avec la dégradation du climat entre les deux pays, le site du ministère de la Réunification n'est aujourd'hui plus disponible, et le film croupit quelque part dans un recoin des archives, attendant un hypothétique retour en plateforme ou en festival, tentant d'échapper à sa disparition définitive, comme beaucoup d'autres œuvres avant lui.